Les événements se sont brutalement accélérés à Kiev le 22 février dernier avec la destitution par le Parlement du président Viktor Yanukovych et son remplacement de facto par le président de cette même assemblée, Alexandre Toshkinov. En même temps, dans le sud du pays, les principales villes de Crimée et de l'Est sont entrées en effervescence et les chars et les avions de l'armée russe ont fait mouvement dans Sébastopol. C'est que les manifestations de rue déclenchées en novembre dernier par l'opposition politique ukrainienne pro-européenne après que le pouvoir eut renoncé à la signature du partenariat oriental proposé par l'Union européenne se sont nourries 3 mois durant des antagonismes idéologiques, géopolitiques et géostratégiques entre Washington et Bruxelles d'une part et Moscou d'autre part. Des tractations officielles, des pressions souterraines pour tenter de ramener la paix, des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre. Tout y est passé et au final, les manifestants de Maïdan ont obtenu gain de cause, rouvrant par là même une autre plaie dans le sud et l'est. Ukraine, les 2 vitesses d'une contestation politique. Sans détour, ce dimanche, réexamine le dossier avec 3 invités. Luc Michel, que nos auditeurs connaissent très bien. Il est le patron d'un think tank international EOD. Mikhail Gamandi-Ergorov, journaliste, chroniqueur et analyste pour le service francophone de la Voix de la Russie. Et last but not the least, Fabrice Patrick Béor. Il est le secrétaire général du PCN. Il est spécialiste des médias russes. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Votre fidélité nous honore. Gardez vos positions d'écoute. Sans détour, un retour dans un de nos invités aujourd'hui. Il s'appelle Fabrice Patrice Bor. Lui, il est le secrétaire général du PCN. Il nous répond depuis Sochi, où se sont déroulés les Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps. Fabrice Patrice Bor, bonsoir. Bonsoir. Je prononce bien votre nom, c'est Bor ou Bor? Béor, il y a un accent. Béor. Ah, Béor. Ok. Oui. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom, Fabrice Patrice Béor. Alors, votre sujet d'entrée, nous allons parler des Jeux Olympiques de Sochi. On sait que les Russes les ont organisés avec beaucoup de maestria. Quel est l'impact que le déroulement de ces Jeux a eu sur le rayonnement de la Russie sur le plan international? Sur le plan, il y a 2 éléments. Il y a le plan international et le plan national. Sur le plan international, pour répondre à votre question directement, ça a été la démonstration que la Russie pouvait organiser des compétitions internationales, ce que certains mettaient en doute, et surtout démontrer que la Russie, si les gens ont suivi le déplacement de la flamme, a permis de montrer que la Russie était un grand pays, divers et varié, et que ce n'est pas simplement un pays froid, puisque ça s'est déroulé dans le Kouban. Le Kouban, c'est dans le sud de la Russie, au bord de la mer Noire, où on a un climat subtropical. Donc la Russie, c'est aussi un pays chaud. Vous êtes marié à une Russe, vous connaissez très bien les médias russes, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, quel est le point de vue justement de ces médias, des grands médias russes sur la situation qui a lieu en ce moment à l'est de l'Ukraine et en Ukraine en général? Qu'est-ce qu'on dit à Moscou de ce qui se passe? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Dans un premier temps, avant même que se passe ce que je nomme, et ce qu'il faut nommer selon moi, un coup d'État à Kiev, coup d'État bendériste, Bender, le fameux collaborateur ukrainien avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, les médias russes, donc avant cela, montraient des photos, des vidéos, effectivement, des gens qui étaient à Maïdan. Alors il y avait certainement des citoyens sincères, mais les troupes de choc de Maïdan étaient quand même des milices avec des symboles SS, il faut quand même le préciser. Donc les médias russes montraient cela. Après, une fois que il s'est passé cette prise de pouvoir donc à Kiev, les médias russes en général étaient assez neutres, donnaient les 2 versions. Ils ont même interviewé Klitschko, qui est un des 3 leaders de l'opposition aujourd'hui, donc
qui ont le pouvoir à Kiev, tout du moins dans la ville. Donc c'était assez neutre finalement. Et puis au fur et à mesure des exigences, au fur et à mesure des déclarations et des provocations qu'il a pu y avoir et qu'il y a encore depuis quelques heures d'ailleurs à l'est et dans le sud, en Crimée en particulier. Donc dans cette péninsule, les médias ont commencé à donner, cette fois-ci, démontrer les faits et d'indiquer que la population de l'Est ukrainien et du Sud, finalement, refusait l'orientation à Kiev, refusait, c'est le titre d'ailleurs, généralement, les pancartes qu'ils affichent, c'est «Le fascisme ne passera pas». Voilà, ça c'est ce qui est affiché dans les rues en Ukraine qui refusent ce qui s'est passé à Kiev. Donc à l'heure d'aujourd'hui, surtout qu'en ce moment se passe une énorme actualité, beaucoup de choses sont passées. Il y a une tentative de prise de contrôle des villes de l'Est hier et encore aujourd'hui même en Crimée. Fait qu'aujourd'hui, les médias sont totalement reflètent l'avis de l'opinion des Russes, puisqu'à 70%, ils indiquent que c'est une provocation de l'Occident, que ça peut déboucher sur une guerre civile, et que pour ça, il faut tout faire pour l'éviter, quitte à certainement intervenir. Nous n'en sommes pas encore là, mais tout du moins, c'est l'opinion russe et les médias russes s'en font l'écho. Mais est-ce que les médias russes n'ont pas perçu le changement de pouvoir à Kiev comme une petite humiliation de la Russie, en ce sens que Poutine n'a rien pu faire. Poutine a presque subi à la dernière minute les événements du Maïdan. Quel est le reflet de la presse russe par rapport au changement de pouvoir, justement? Alors après, ça dépend quelle presse, puisque vous avez différentes opinions aussi. Effectivement, vous avez Commerçant, qui est plutôt un journal, si on prend qu'un journal, qui est plutôt un journal libéral, souvent assez critique vis-à-vis de Poutine. Donc eux, c'était l'Ukraine, c'est pas notre affaire, ils se débrouillent. C'était même pas ce n'est pas intéressant pour nous. Maintenant, pour reprendre ce que vous indiquez, vous avez raison. La Russie a toujours été des fois un peu naïf et veut toujours résoudre en bonne entente certaines choses. L'opposition et le président Yanukovych avaient signé le soir un accord, enfin dans l'après-midi, en présence des ministres des Affaires étrangères de la Pologne, de l'Allemagne et de la France. Le soir même, il était menacé, il a dû partir, et le lendemain, c'était la prise de pouvoir. Les Russes ont été évidemment pris de court, puisque là, c'est vrai qu'ils ont été un peu naïfs, vous avez raison de le dire, un peu surpris, ce pourquoi les médias étaient un peu entre deux eaux, puisqu'ils savaient pas tellement, évidemment, ce qui était en train de véritablement se passer. Pour autant, humiliation, à l'heure d'aujourd'hui, on va pas dire humiliation, mais vu que maintenant là, c'est une partie d'échec géopolitique qui se joue, et aujourd'hui, vous devez savoir que la Douma a proposé, et maintenant il faut, puisque c'est un parlement bicaméral en Russie, et le président Vladimir Poutine a demandé à l'heure d'aujourd'hui au Sénat, qui est la chambre haute donc du Parlement russe, l'autorisation de déployer des troupes en Crimée, selon les accords d'ailleurs internationaux qui ont été faits entre l'Ukraine et la Russie, s'il y avait des troubles pouvant menacer la flotte de la mer Noire, entre autres. L'autorisation va certainement arriver aujourd'hui, et aujourd'hui, on va dire que Moscou commence à avancer quelques pions pour bien démontrer que la partie n'était pas finie, que la partie continuait, mais que la porte était toujours ouverte à la négociation, mais cette fois-ci pas d'une manière naïve. Vous qui observez les médias russes très attentivement, est-ce que vous partagez l'opinion selon laquelle des éléments radicaux de l'extrême droite seraient très fortement représentés dans les rangs de l'opposition politique à Kiev aujourd'hui? Alors, fortement, c'est un euphémisme puisqu'ils sont totalement implantés. Au tout début, ça commençait, pour faire rapide, ils ont vraiment commencé, c'était des gens qui étaient contre le fait que le gouvernement ukrainien, d'alors, avait fait une campagne pour ce partenariat oriental avec l'Union européenne, et au dernier moment
a refusé pour des raisons diverses, dont une c'était les milliards qu'on leur avait proposés n'existaient plus, c'était l'application du plan du FMI, c'est-à-dire l'austérité, la privatisation des grands secteurs, évidemment à des groupes étrangers, et puis c'était le suicide presque politique donc du président. Donc il n'a pas pu, il a fait marche arrière. Les manifestants étaient contre cela. Ok, ces deux opinions, les unes peuvent valoir les autres. Mais tout de suite après, c'est devenu, au bout d'un mois quand même, c'est devenu une contestation politique du président en lui-même. Et là est apparu, puisqu'il n'y avait pas de violence au tout début, et les policiers n'étaient pas armés, est apparu déjà les groupes de défense de Svoboda, qui est un parti qui s'appelle donc Liberté, sauf qu'il y a 3 ans, il s'appelait Parti National Social d'Ukraine. Ce sont des bendéristes. Benderis, c'est quoi? Bender, c'est quoi? Bendera, c'est une figure, il y en a plusieurs, mais c'est une des figures des collaborationnistes ukrainiens, dont la première chose, dont l'effet d'armes immense, c'est d'avoir tué d'abord commencé les Juifs, après des Russes et même des Polonais. Les femmes, les enfants attachés au mur, égorgés. Il y a des images que vous pouvez voir sur Internet, sont horribles. Je m'arrête là puisque telle n'est pas notre question, mais ceci étant dit, il y a un autre mouvement qui est apparu qui s'appelle Pravi Sector. Pravi Sector, ça veut dire secteur droit. Ça vient d'ailleurs d'un discours de hooligan dans les stades de foot. C'est là où se trouvent généralement les pas dans les stades de foot, pour vous montrer à peu près quel est le type de personne. Et ces gens-là portent la rune du loup. La rune du loup, c'est juste un symbole d'une division SS ukrainienne, donc avec des volontaires ukrainiens. Voilà, donc les choses sont extrêmement claires. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la propagande de Moscou, c'est une réalité que nous ne voyons pas très souvent d'ailleurs dans les médias occidentaux, très peu. Il y a eu un petit article une fois, 2 fois dans Libération, j'ai pu le voir en France, mais je n'ai jamais vu un seul reportage radio, je n'ai entendu, tout du moins, je n'ai jamais vu un reportage vidéo, alors que pourtant, ce n'était pas difficile de les voir. Quand Bernard-Henri Lévy est allé à Maïdan, a fait son discours, et après la télévision française a déclaré je ne vois pas d'extrémistes ici, je ne vois pas d'antisémites, c'est de la propagande de Moscou. En face de lui, il avait le portrait de Bender, le portrait géant de Bendera. C'est comme si en face de lui, on lui montrait le portrait d'un grand chef de la milice en France et qu'il dit il n'y a pas de collabo ici. C'est un mensonge, c'est un menteur. Et lorsque on est membre de la communauté juive comme Bernard-Henri Lévy et qu'on dit qu'on ne voit pas en face de soi des gens qui ne sont même pas des fascistes, des gens qui sont des nazis tout simplement, c'est qu'il y a un petit problème de manipulation et que donc la vue des médias russes et de l'opinion de la population russe finalement n'est pas si éloignée de la réalité. Je pense qu'elle est plus proche de la réalité. Et pourquoi? Je terminerai sur ceci pour votre question, c'est que on a souvent dit en Europe l'Europe a été libérée par le débarquement américain en Normandie. Alors, un mort vaut un mort. On ne va pas faire de petite comptabilité pour cela. Ceci étant dit, en Europe, il y a eu 180 000 Américains qui sont morts et il y a eu plus de 27 millions de Soviétiques qui sont morts pour libérer l'Europe de la barbarie nazie, et c'est bien l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. Et tout cela, c'est bien ancré dans la mentalité russe, puisque encore aujourd'hui, il y a des problèmes démographiques qui sont en train de se résoudre à cause de cela, à cause des millions de morts qu'il y a eu. Et donc, l'opinion russe n'est pas tellement tolérante vis-à-vis des comportements fascistes. Et ce qui se passe en Ukraine, quand même, ça dépasse l'entendement de voir des pays européens et de la France, le pays des droits de l'homme, ne pas réagir, et les journalistes ne pas montrer ces gens-là qui sont quand même, qui disent ouvertement ce qu'ils sont et qui s'affichent ouvertement, puisque sans ces gens-là, sans ces troupes de choc, il n'y aurait pas eu de coup d'État, puisqu'il n'avait pas de troupes. Alors, vous habitez dans la région du Kouban, hein, qui se situe au sud de la Russie, en face de la Crimée. Alors, est-ce qu'il y a un impact direct de la situation, du déroulement des événements de Crimée? Est-ce qu'il y a un impact des événements de Crimée en Russie? En Russie, oui. Dans le Kouban, où je vis essentiellement lorsque je ne suis pas à Moscou,
Oui, pour deux raisons. La première, c'est il y a une grande base. Bon, déjà, il y a aussi un port avec quelques bateaux militaires qui est Novorossiysk, au bord de la mer Noire. Mais surtout, c'est une des plus grandes bases dans la région d'hélicoptères de combat. Donc, il suffisait de se promener un peu dans la région pour les voir. D'ailleurs, s'entraîner proche du détroit de Kerch. C'est le détroit qui sépare le Kouban, donc la région du Kouban, de la Crimée, puisque c'est proche, ce sont deux régions voisines. Mais la deuxième raison, elle est aussi importante, c'est une raison, on va dire historique, puisque en Crimée, il y a donc des Cosaques. Ces troupes à l'époque tsariste dont les tsars leur avaient donné les terres pour protéger les marges de l'empire. Mais il y a aussi des Cosaques dans le Kouban. Et les Cosaques du Kouban ont déjà déclaré que si on faisait appel à eux, ils viendraient en tant que volontaires pour défendre leurs frères Cosaques de Crimée. Et sachez que ce n'est pas une parole en l'air, puisque les Cosaques du Kouban, entre autres, et même du Crimée d'ailleurs, sont déjà intervenus. La première guerre en Abkhazie, ils sont intervenus au début des années 90. C'est ce qui a permis d'ailleurs en partie à l'Abkhazie de gagner son indépendance. Ils sont aussi intervenus en Pridniestrovie, c'est la République moldave du Dniestre, ou la capitale Tiraspol, la partie est donc de la Moldavie qui a fait sécession en 1991. Ils sont également intervenus là-bas. Donc les paroles des Cosaques du Kouban ne sont pas des paroles en l'air, et effectivement ça a un impact puisque pour l'instant la situation semble, à mon avis, être prise au contrôle par les forces et par le peuple en Crimée. Mais si il devait y avoir d'autres provocations, comme il y en a une aujourd'hui, il y a une tentative de coup de force de reprendre des bâtiments officiels par des hommes armés qui n'a pas réussi. Les Cosaques du Kouban viendraient automatiquement en Crimée. Il n'y a pas photo dessus. Mais est-ce que selon vous, personnellement, est-ce que vous pensez que la Russie peut se permettre le luxe de perdre la Crimée? Non. Je dirais même plus loin, la Russie ne peut pas se permettre le luxe de perdre l'Ukraine. Tout simplement. La Russie à la rigueur, serait capable d'accepter justement une solution intermédiaire qui serait que l'Ukraine soit un pont ou reste neutre, ne choisit pas, soit non aligné, ne choisit pas son bloc et puisse effectivement faire des accords avec l'Union européenne et faire des accords avec l'Union douanière. Et évidemment, la Russie aimerait bien que l'Ukraine rejoigne l'Union douanière, ce qui économiquement aurait plus de sens d'ailleurs, mais ça c'est une autre question. Mais elle ne peut pas se permettre pour deux raisons. La première, parce que il y a la flotte de la mer Noire. C'est le seul port qui leur permet d'accéder à la Méditerranée, donc aux mers chaudes. Donc géostratégiquement, c'est effectivement important. Et puis, il y a un deuxième élément qui est psychologique. La Crimée a toujours été russe. Elle n'a jamais été ukrainienne. Tant est que l'Ukraine soit un État viable, puisque c'est un État assez neuf en réalité. Faut savoir que jusqu'en 1918, la Première Guerre mondiale, tout le sud, Odessa, Kharkov, toutes les villes en ce moment qui se soulèvent, depuis aujourd'hui, d'ailleurs, n'ont jamais été dans un État ukrainien. Ça a toujours été Kiev, Lviv, l'Ouest, qui d'ailleurs, eux, ne vivaient pas dans l'Empire russe, entre parenthèses. Donc, c'est un État, comment on va dire, neuf, presque. Et la Crimée, dans l'esprit russe, ou même l'Ukraine dans l'esprit russe, ce sont des terres russes qui ne sont pas dans la Fédération de Russie. Donc laisser totalement l'Ukraine partir et avec le risque, pas le risque, même la conséquence de voir l'OTAN arriver aux portes à quelques centaines de kilomètres de Moscou, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Les pays de l'OTAN qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire sont soit idiots, soit une politique agressive et criminelle vis-à-vis de la paix, parce que c'est la ligne rouge infranchissable, celle-là. Celle-là, elle est infranchissable. Au-delà des manifestations qui sont en train de se dérouler dans l'Est ukrainien aujourd'hui, est-ce que Moscou serait tenté d'utiliser l'arme du gaz, l'arme des rétorsions économiques pour affaiblir le gouvernement, le nouveau gouvernement de Kiev? Alors, ça peut être une arme. Ceci étant dit, si Kiev respectait ses accords, ce serait mieux. À l'heure d'aujourd'hui, ils doivent quand même 1,1 milliard 540 millions de dollars d'arriérés à Gazprom pour le gaz, donc ils doivent déjà de l'argent.
Et comme vient de dire Gazprom d'ailleurs, son président dit si vous ne payez pas effectivement vos arriérés, pourquoi on vous ferait un prix d'amis pour le gaz? On vous fait un prix d'amis si vous êtes correct, si vous payez. Souvent les pays justement parlent de la terminologie que vous avez employée, à savoir l'arme du gaz. Mais il faut remettre les choses à sa place. Imaginez ces gens-là. À l'Ouest, je dis ces gens-là parce que c'est une partie des médias des politiques qui nous disent c'est un chantage et c'est un diktat de la Russie. Mais en même temps, ils sont là, ils disent qu'il faut que l'Ukraine s'ouvre au marché, etc. Ok, donc on prend les règles du marché. Les règles du marché, vous êtes client, vous achetez quelque chose, vous payez. Imaginez que la Russie donc donne du gaz à l'Ukraine à un prix d'amis et qu'en plus cet ami ne lui paye pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire 1 an. Eh ben normalement, dans une économie de marché, normalement ça s'arrête. Et là, c'est la même chose. Vous payez vos dettes ou ça s'arrête. Et les gens d'aujourd'hui à Kiev, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont refusé donc l'accord. Ils ont refusé l'accord avec Moscou. Et ils veulent l'accord avec l'Union européenne et le FMI. Mais ils auront 2 milliards, 3 milliards. Et après, ce sera le FMI qui va arriver, qui va évidemment leur imposer les plans d'austérité, comme on a vu. Ça réussit fortement et toujours dans tous les pays du monde auxquels ils ont été appliqués. Alors que la Russie leur proposait 15 milliards tout de suite. Donc, la Russie ne fait pas de chantage. La Russie défend ses intérêts économiques, comme tous les pays, c'est la logique, mais propose des choses concrètes. De l'argent réel, pas du virtuel, pas des promesses, parce que l'Union européenne ne veut pas de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça, c'est un mensonge. Ils veulent juste accéder au marché. Et c'est tout. Et l'OTAN, mettre ses bases. Le peuple ukrainien, c'est pas du tout dans leur plan. Alors, vous dites que l'Union européenne ne veut pas de l'Ukraine dans l'Union européenne. Comment ça? Parce que l'accord d'association qu'ils ont proposé, c'est au tout début, c'est la Pologne qui faisait l'intermédiaire. La Pologne indiquait à l'Ukraine, à Kiev, venez avec nous, vous allez voir, vous allez plus gagner, on va vous ouvrir notre marché, il est plus développé, ce qui est vrai, et vous allez pouvoir moderniser votre pays, etc. Ils ont beaucoup, puisque à côté de la Russie, l'Ukraine est très pauvre. Pour des raisons diverses, dont la classe politique, quelle qu'elle soit, qui n'est pas tellement compétente. Mais au-delà de ça, l'accord, on leur proposait des milliards. Et au fur et à mesure, les milliards sont devenus des 20 milliards qu'on leur proposait, c'est devenu même pas 2-3 milliards, 2 milliards. Donc en fait, c'était un grand mensonge. Et l'accord, c'est vous augmentez les prix des services publics, donc pour les gens, pour les petites gens. Une fois que ces sociétés deviennent très rentables, vous les privatisez et tout le reste des réformes, comme on le dit assez souvent, c'est l'application du plan d'austérité du FMI. Ça voulait dire vendre tout ce qui donnait encore de l'argent à l'État ukrainien et tout le reste c'était l'austérité, c'est-à-dire des millions de chômeurs. N'importe qui, quel que soit le gouvernement, ne pouvait pas accepter, puisque c'était là un diktat. C'était un diktat de l'Union européenne. Donc, ils ne veulent pas, l'Union européenne ne veut pas des Ukrainiens parce que aujourd'hui, la population dans l'Union européenne, il y a quand même des problèmes économiques et des problèmes de démocratie dans l'Union européenne. Et un élargissement supplémentaire, c'est une illusion. Parce que l'économie ukrainienne, c'est pas 15 milliards, c'est pas 30 milliards qu'elle a besoin, c'est des centaines de milliards pour se mettre à niveau. Et surtout, ils ne veulent pas d'une immigration, ils ne veulent pas d'une immigration ukrainienne. Rappelez-vous, quand ils ont intégré la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, les autres Européens pouvaient venir dans ces pays-là. Mais eux, ils ne pouvaient pas venir, des sous-citoyens en quelque sorte, avec des citoyens de seconde zone. Alors imaginez comment ils peuvent regarder les Ukrainiens quand on sait comment regarde généralement l'Est de l'Europe, les élites bruxelloises, qui les regardent avec un dédain quelque peu colonial. Alors, une ou deux dernières questions pour sortir. Alors, vous parlez tout à l'heure de partenariat oriental. Est-ce que vous avez l'impression que l'accord d'association, le partenariat oriental, qui sera certainement appliqué à Kiev, a les chances d'apporter des solutions à l'économie ukrainienne aujourd'hui? Déjà, faudrait-il encore que Kiev contrôle l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas.
Donc tant que cette question n'est pas résolue, les questions économiques ne seront pas résolues et la situation ne pourra qu'empirer, ne fait qu'empirer d'ailleurs, puisque sachez qu'à partir du mois prochain déjà, les pensionnaires, c'est-à-dire les retraités, ne recevront pas leur argent mensuel. Ça veut dire que les petits retraités, s'ils n'ont pas d'enfants qui les aident, pas de voisins qui les aident, ils vont simplement mourir de faim parce qu'ils n'auront pas de quoi acheter à manger. Donc sachez que c'est déjà une réalité. Maintenant, le partenariat oriental que aujourd'hui leur propose l'Union européenne, comme je vous l'ai indiqué auparavant, c'est 3 milliards, et encore avec l'aide des États-Unis, et une aide pour que le FMI leur fasse un prêt, mais c'est se faire un harakiri. Il n'y a pas l'Union européenne, même si elle le voudrait, n'a pas l'argent pour le faire, je pense pas, en plus de la volonté. Les États-Unis n'ont ni l'argent ni la volonté. Ils ont un autre agenda, eux, c'est l'OTAN. Donc c'est une illusion. Le rêve européen, à l'Ukrainien, je vais pouvoir aller travailler en Europe, tout va aller bien. C'est une illusion. C'est une illusion, je crois. Ils vont vite se rendre compte. Ils vont vite déchanter. Et je pense que ça va créer un problème même dans l'ouest de l'Ukraine. Les gens qui soutiennent aujourd'hui les gens qui sont à Kiev, je pense qu'ils vont avoir quelques problèmes dans quelques mois. Ceci étant dit, qui vous dit dans quelques mois que ce sont toujours les mêmes qui seront à Kiev? Sachez que l'extrême droite, dans des documents qui ont été diffusés par la presse même ukrainienne d'ailleurs, sur certains sites internet entre autres, avec des audios et des transcriptions audio, disent que pour l'instant ils ne font rien, ils attendent la prochaine crise, et que si le gouvernement de Kiev ne fait rien pour reprendre le contrôle des régions de l'Est, ils recouperont Maïdan et referont leur révolution. Ça veut dire que la situation en Ukraine est loin d'être terminée, et je pense que les questions économiques sont à l'heure d'aujourd'hui. C'est illusoire de penser que une signature dans un bureau à Kiev puisse avoir une réalité sur tous les territoires ukrainiens. Non, je pense qu'on n'y est pas, et que quand bien même le gouvernement aujourd'hui putschiste de Kiev aurait le contrôle, ça ne résoudrait aucun problème. Voilà. Dernière question, Fabrice Patrick Béor. Alors, au vu de ce qui précède, au vu de la situation actuelle, comment entrevoyez-vous la situation, l'Ukraine demain? Quels sont les possibles développements qu'il peut y avoir? Là, je vous demande peut-être de faire là un exercice de fiction politique. Oui, alors il y a toujours plusieurs scénarios, évidemment. Le scénario, mais vous savez, aujourd'hui, ils ont fait des coups de force, le gouvernement de Kiev, moi que j'appelle la junte bendériste, de Bender, parce que c'est une junte. Quand on prend le pouvoir par les armes, qu'on frappe des députés, qu'on en emprisonne certains, qu'on leur prend leurs cartes pour voter, pour faire croire à la fiction que la Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, a voté d'une manière démocratique, bon, c'est une junte, voilà. Maintenant, si effectivement ils recommencent comme ils ont fait aujourd'hui, dans la nuit, des provocations avec des tentatives de récupération par les armes, par un coup de force de certains bâtiments en Crimée, à Kharkov, dans l'Est ukrainien, bon, la population de l'Est et du Sud va se radicaliser. Et là, il n'y aura pas de retour en arrière, parce que si en plus les troupes de choc de l'extrême droite viennent et cherchent la confrontation, il y aura malheureusement des morts, et là, il ne pourra pas y avoir de réconciliation entre l'Ouest ukrainien et l'Est ukrainien. Ça voudra dire deux possibilités dans ce cadre-là. Soit cette Ukraine devient une autre Ukraine. La Russie la reconnaît ou ne la reconnaît pas, mais en tout cas, ils vivent leur propre vie en dehors de Kiev. Ça, c'est une réalité. Ou alors la Russie les reconnaît, et ces régions-là, si on leur demande leur avis, demanderont leur attachement à la Fédération de Russie. Sachez-le, c'est la seule option. C'est soit l'Ukraine est ensemble, mais on vit ensemble, soit donc chacun avec ses droits, ou alors si on ne peut plus vivre ensemble, pour les Ukrainiens russophones, c'est vivons en Russie, en Fédération de Russie. Alors ça, c'est la possibilité. Maintenant, l'autre, c'est que avec la démonstration de force que Moscou était en train de faire en Crimée, et la partie d'échecs qui est en train de se jouer, que certains gens à Kiev comprennent que la solution intelligente, c'est la négociation. Cette fois-ci, de revenir à la table des négociations comme Moscou l'avait toujours privilégié. Et donc peut-être d'organiser une présidentielle, mais pas aussi rapidement, parce que c'est pas possible, il faut stabiliser la situation.
Et pourquoi pas, donc quelqu'un qui pourrait devenir président, pourquoi pas. Certains analystes russes dans la presse indiquent que ce serait que Moscou pourrait jouer la carte de Timoshenko, qui, si elle est contre le président Yanukovych, mais ça n'a pas d'importance, pour autant n'est pas une pro-occidentale forcenée. Elle vient de Kharkov, elle vient d'une ville de l'Est, donc elle connaît la mentalité, elle sait comment parler aux gens, et elle aurait peut-être l'intelligence pour trouver une solution qui serait partagée et qui pourrait sauver l'État ukrainien. Maintenant, vous savez, en Ukraine, on dit toujours la situation de tout est possible. Ce qui va se passer, ce qui s'est passé il y a une seconde plus tard, ça peut être l'inverse. Donc, il est difficile de faire un pronostic. À l'heure d'aujourd'hui, toutes les possibilités sont ouvertes, mais il est clair que si Kiev va un peu plus loin et que les gens qui soutiennent, les gens qui sont à Kiev, continuent dans les provocations et dans le rapport de force, Moscou ne lâchera pas, supportera les revendications des populations russophones. Et donc, on peut aboutir à une crise européenne ou internationale, c'est évident. Est-ce que ça irait jusqu'à une crise armée? Je ne le pense pas. Je suis pas pessimiste à ce point-là. Les gens sont quand même assez intelligents, mais ça pourrait aboutir quand même à une division de l'État ukrainien et la création de deux États vivants séparés par les faits, peut-être pas reconnus internationalement, mais qui seraient effectives. Fabrice Patrice Béor, merci. Je vous remercie. Je suis heureux de parler sur Radio Cameroun. On m'a dit du bien de vous et je vais vous écouter avec grande attention dans les prochaines émissions. Merci, au revoir. Au revoir. Sans détour, Cameroun Voice, nous revenons dans ce studio où nous recevons un autre invité de cette émission qui est encore consacré à la situation en Ukraine. C'est un journaliste, Mikhail Gamandi-Egorov. Bonsoir. 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 Vous êtes journaliste, chroniqueur et analyste pour le service francophone de La Voix de la Russie. Vous êtes partisan du partenariat Afrique-Russie. Ma question d'entrée va concerner justement ce partenariat. Alors, depuis que les Chinois s'intéressent à l'Afrique, l'axe Moscou-Afrique est malmené par l'afflux massif des investissements chinois. Est-ce qu'il y a une politique de Moscou pour revigorer cet axe justement entre la Russie et l'Afrique? Écoutez, oui, merci déjà pour cette question. C'est vrai que je suis un grand partisan du partenariat Afrique-Russie. Je tiens beaucoup à ce qu'il puisse se réaliser pleinement. C'est une affaire de cœur même plus que d'autres choses. Maintenant, par rapport à votre question, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, la Russie, oui, est très intéressée par le partenariat avec le continent africain. En tout cas, depuis les dernières années, ça s'accélère de plus en plus. Il est vrai que il faut se rappeler qu'à l'époque soviétique, les relations entre les pays africains, qui avaient d'ailleurs obtenu leur indépendance par rapport aux anciennes métropoles coloniales, et l'Union soviétique avait des relations très 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 proches, très développées, et ce dans des domaines très différents. Beaucoup de spécialistes soviétiques travaillaient alors dans différents pays du continent africain. Beaucoup de spécialistes africains, des étudiants africains et des futurs grands spécialistes à différents niveaux ont été formés dans les universités soviétiques. Donc les relations étaient excellentes. Bon, après, depuis que l'Union soviétique a éclaté, la Russie s'est retrouvée dans une situation très difficile, aussi bien sur le plan de économique, politique, social. Et c'est vrai que ses priorités de l'époque avaient donc changé. Mais aujourd'hui, la Russie retrouve son statut. Enfin, elle l'a retrouvé, mais il y a encore des choses à faire, et bien évidemment le partenariat avec l'Afrique fait partie, je pense, d'un axe très important à développer. Il n'y a pas encore, c'est vrai, vous avez mentionné la Chine, c'est vrai que la Chine est très très présente et très implantée sur le continent africain. Elle a même dépassé donc les Occidentaux sur ce point-là, du point de vue de ses relations économiques et commerciales avec les pays du continent. Bon, la Russie en est encore loin, malheureusement, mais je pense que la Russie finira par mettre en place une véritable stratégie qui sera effective et qui permettra
à ce partenariat russo-africain entre toute l'Afrique et la Russie d'avoir du succès. En tout cas, j'y crois. Michael Gamandi-Agoro, je vais vous poser une question brutale relative à la situation qui a cours en ce moment en Ukraine. Alors, l'Ukraine est-elle au bord de la scission? L'Ukraine risque-t-elle de perdre la Crimée? Écoutez, c'est une question très intéressante et effectivement très d'actualité. Écoutez, moi, par rapport à la situation en Ukraine en général et par rapport à la Crimée en particulier, bon, de toute façon, maintenant, on suit bien évidemment les événements en Ukraine avec très grande attention. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus la Crimée, mais c'est un mouvement de protestation qui maintenant touche une partie du territoire beaucoup plus vaste. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement la Crimée, mais c'est toute l'Ukraine de l'Est qui se révolte contre le pseudo nouveau pouvoir de Kiev. Voilà. Donc effectivement aujourd'hui, le risque de sécession est réel. C'est un risque tout à fait réel. Et maintenant, tout dépendra aussi si donc cette clique, parce que je m'excuse du mot, c'est le seul mot que je peux utiliser, qui a pris le pouvoir à Kiev par un putsch via des extrémistes armés financés et soutenus par les forces occidentales, en premier lieu des USA. Aujourd'hui, c'est à eux de voir. S'ils retrouvent ne serait-ce qu'un peu de sagesse, peut-être qu'ils réussiront à sauver l'Ukraine donc de cette sécession et garder un pays uni. Tout dépendra d'eux. Mais vu que très souvent leurs actes sont dictés non pas par leur propre volonté mais de l'extérieur, le risque est réel qu'ils peuvent faire passer à provoquer des violences supplémentaires, et dans ce cas-là, oui, ce risque est tout à fait réel, et là, il faut le dire les choses comme elles sont, c'est vrai que la sécession est tout à fait possible, même si, je le répète encore, ce n'est pas encore définitif, et je pense que la Russie, de son côté, elle, ne cherche aucunement à ce qu'il y ait sécession. La Russie avait dit dès le début, elle avait prévenu les partenaires occidentaux, qu'il ne faut pas chercher à diviser l'Ukraine. L'Ukraine est déjà un pays désuni et divisé sur bon nombre de questions, et ça ne date pas d'hier. Il ne fallait pas attiser donc cette tension encore plus. Qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux, en premier lieu les USA et leurs sous-traitants de l'Union européenne? Ils n'ont fait qu'attiser la division. Aujourd'hui, après avoir attisé cette division, ils récoltent ce qu'ils récoltent. Comme on dit, on récolte, on cueille ce qu'on a semé. Donc, qui sème le vent récolte la couleur. Alors, lorsque le président sortant Viktor Yanukovych a été élu le 7 février 2010, il a signé un certain nombre d'accords avec Moscou, notamment l'accord signé le 21 avril à Kharkov, qui prolongeait le bail de la flotte russe à Sébastopol jusqu'en 2042. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le changement du pouvoir à Kiev, ces accords de Kharkov puissent être remis en question, et quelles peuvent en être les conséquences sur le plan géopolitique? Écoutez, je ne pense pas que ces accords, en ce qui concerne donc la base de Sébastopol de la flotte navale russe en mer Noire, peuvent être remis en question, ne serait-ce que pour le fait que la Russie ne reconnaît qu'un président légitime jusqu'à aujourd'hui, qui est en l'occurrence Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych est le président élu démocratiquement en Ukraine, qui a été reconnu par la communauté internationale, y compris par la communauté occidentale, puisque pour certains c'est toujours et encore une référence. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui le groupe, parce que c'est le nom, qui est aujourd'hui soi-disant au pouvoir à Kiev, peut donc influer sur cette décision, peut remettre en cause ces accords, d'une part, et d'autre part, ce que je peux dire, c'est que c'est, en premier lieu, avant de parler donc du point de vue russe ou ukrainien, c'est la population de Sébastopol et de la Crimée en général qui ne permettra jamais à ce que cet accord soit remis en question. Parce que la population de Crimée et de Sébastopol, en l'occurrence, soutient à 100% la présence de la flotte navale russe à Sébastopol, et cette population ne permettra jamais que cet accord soit remis en question. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ne serait-ce qu'une possibilité de pouvoir remettre en cause cet accord. Vous disiez tout à l'heure que le Kremlin reconnaît jusqu'à présent comme président légitime Viktor Yanukovych, mais le Kremlin n'a pas encore officiellement pris une position par rapport à cela. Comment est-ce que le Kremlin réagit, c'est-à-dire Moscou réagit aujourd'hui face aux événements de Kiev et de l'Est de ce pays-là? Oui. Écoutez, la Russie n'a fait jusqu'à aujourd'hui qu'observer. La Russie, si on peut dire, certains leaders occidentaux se sont déjà pressés
de menacer, enfin de dire à la Russie de ne pas prendre de tel ou tel acte, mais le problème c'est que la Russie justement n'a pris aucun acte véritable jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Elle ne fait que commencer. La Russie n'a fait qu'observer, et comme je le disais déjà précédemment, notamment dans mes articles, la Russie a tout fait et elle continue à respecter la souveraineté ukrainienne. Même si la Russie, comme je le disais, la Russie et l'Ukraine sont des pays beaucoup plus proches que l'Ukraine et les pays occidentaux, ne serait-ce que du point de vue culturel et historique, mais la Russie a tout fait pour ne pas se mêler dans la situation interne en Ukraine. On n'a vu aucun politicien ou représentant de la diplomatie russe, de la politique russe, des députés, qui, à l'époque où tout avait commencé donc à Kiev et en Ukraine de l'Ouest, parce que c'est de là-bas que tout a commencé, on n'en a vu aucun politicien russe aller faire des navettes là-bas. Ils étaient tous à Moscou. Ils avaient évidemment des points de vue, ils faisaient des commentaires, mais personne ne faisait des commentaires radicaux en ce sens-là, et personne n'allait là-bas attiser l'attention. Ce n'était pas le cas des politiciens et des diplomates américains, ce n'était pas le cas des diplomates et des représentants de l'Union européenne qui faisaient la navette ne serait-ce que pratiquement tous les jours pour aller et attiser l'attention et, je m'excuse, mettre la pression sur le gouvernement d'un pays indépendant et souverain, comme ils ont un peu l'habitude de le faire jusqu'à aujourd'hui, notamment en Afrique, et où ils pratiquent une politique véritablement coloniale, dans certains pays d'Afrique. Et pareil, lorsqu'il y a des diplomates américains, en premier lieu, ou de l'Union européenne, surtout américains, puissent appeler tranquillement les forces de sécurité ukrainiennes pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, je m'excuse, moi, personnellement, ça me choque. Et ça me choque, je pense, beaucoup de monde. Parce que, imaginez que vous et moi, on appelle demain la Maison-Blanche, ou le Pentagone, ou, je sais pas, ou l'Élysée, ou la DST française, et qu'on leur dise, écoutez, voilà, on n'aime pas trop ce que vous faites ici et là, on pense que vous devrez faire ci et ça, ou ne faites pas ça, sinon il y aura des conséquences. Mais vous imaginez bien que, dans le meilleur des cas, ils nous raccrocheront au nez, dans le pire des cas, ils nous enverront, dans tous les sens du genre, enfin, nous enverront bien loin. Donc, vous savez, voilà, cet interventionnisme a été crucial. La Russie n'avait rien fait cela. Maintenant, pour revenir concrètement à votre question, le Kremlin, aujourd'hui, évidemment, va tout faire pour défendre ses intérêts, puisqu'il y a une véritable demande de la part de la Crimée et plus globalement du sud du pays, et maintenant aussi de l'Est du pays qui manifeste massivement pour dire non aux pseudo-nouvelles autorités de Kiev. Évidemment, le Kremlin va prendre des mesures qui donneront, je pense, lieu à un support, à une aide à ceux qui sont dans le besoin et qui demandent le soutien de la Russie. Mais est-ce que maintenant le Kremlin va véritablement passer à l'action? Est-ce que le mouvement, les mouvements des chars et des avions de chasse qu'on a observé à Sébastopol est une prémisse de la position de Moscou, alors de la réaction de Moscou face à ce que on appelle de ce côté-là des provocations de l'OTAN à Kiev? Écoutez, au départ, les mouvements des forces armées à Sébastopol étaient dans le cadre de l'accord qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Et maintenant, effectivement, le Conseil de la Fédération, donc la Chambre haute du Parlement russe, est en train, justement, c'est en train de se passer en direct, d'avoir une réunion extraordinaire sur la situation en Ukraine, et notamment sur le déploiement des forces armées russes supplémentaires sur le territoire de l'Ukraine, à la demande, donc, des autorités de Crimée et de la population de Crimée. Donc, évidemment, Vladimir Poutine a fait passer cette demande qui doit être analysée par le Conseil de la Fédération, et en fonction de ce qui sera pris, si cette demande si cette question sera soutenue par les membres du Conseil de la Fédération, dans ce cas, évidemment, il y aura donc de nouvelles forces armées qui seront déployées en Crimée. Imaginons que la situation perdure, la situation que la configuration des forces en ce moment reste telle qu'elle. Est-ce que l'Ukraine ne serait pas bloquée du fait justement de ces antagonismes entre l'Est et l'Ouest? Dans le sens, si la Russie n'intervient pas en Crimée, si la Russie n'intervient pas en Crimée, mais si les manifestations de rue qu'on observe à l'Est continuent et que la situation... Oui, j'ai compris votre question. Dans ce cas, effectivement, on a des risques à un passage massif de la violence, parce que tout simplement, les Ukrainiens de l'Ouest, les extrémistes de l'Ouest, qui sont très beaucoup, et je dirais même pour la très grande majorité des membres d'organisations ultranationalistes et néo-nazis, eux, ils ont déjà menacé l'Ukraine de l'Est et du Sud qu'ils vont faire donc des descentes là-bas pour mater tout désaccord avec eux, toute opposition aux putschistes de Kiev. Voilà. Donc, bien évidemment, ça leur risque à avoir un affrontement très massif et très
dangereux dans le sens qu'il peut y avoir beaucoup de victimes entre l'Est et le Sud d'un côté et puis l'Ouest de l'autre. Parce que les deux parties partagent des points de vue totalement différents, en très grande majorité, et ça risque de dégénérer dans un conflit qui peut provoquer un véritable bain de sang. Ça, c'est clair. Je posais la question à un de nos intervenants. Est-ce que selon vous, Mikhail Gamandi-Argorov, est-ce que selon vous, la nation ukrainienne est improbable ou alors impossible à construire, vu ces antagonismes? Probablement que oui, parce que les divisions ukrainiennes, oui, bon, c'est ce qu'on disait, ça ne date pas d'hier, c'est un point de vue historique. Il y a véritablement deux, peut-être même avoir trois Ukraines, parce que si l'Ukraine de l'Ouest, qui aujourd'hui donc regarde vers l'Occident et qui partage souvent des sentiments russophobes, c'est une région qui a été dans l'histoire effectivement à différentes étapes. Elle a appartenu à la Pologne, à la Lituanie, à l'Empire austro-hongrois. Et par contre, si on prend le cas de la Crimée, c'est une région russe. La Crimée a été toujours une région russe, que ce soit à l'époque de l'Empire russe, à l'époque soviétique, sauf qu'en 1954, donc à l'époque de l'URSS, le dirigeant Nikita Khrouchtchev avait fait ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui une erreur fatale, parce qu'il avait donné, faire un cadeau entre guillemets, un cadeau anniversaire. Oui, voilà, pour célébrer l'anniversaire de l'union entre l'Ukraine et la Russie. Il avait fait un cadeau donc de la Crimée qui faisait partie de la Russie soviétique donc il a fait cadeau à l'Ukraine soviétique. C'est vrai qu'à l'époque, bon, personne n'imaginait que l'URSS allait s'éclater, mais c'est arrivé et la Crimée donc s'est retrouvée dans cette situation. Mais la Crimée est russe. La Crimée est véritablement russe. 80% de la population de Crimée se considère comme appartenant donc à la Russie et se considère russe. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine de l'Est, c'est un peu différent. Bon, si on compare avec la Crimée, l'Ukraine de l'Est est avant tout russophile. Parce que là-bas, la population est beaucoup plus mixte. Il y a des Ukrainiens ethniques, de même qu'il y a des Russes ethniques. Beaucoup de familles sont mixtes. Et les Ukrainiens de l'Est, qu'ils soient russophones ou ukrainophones, sympathisent pour la Russie. Donc c'est une région, si la Crimée est véritablement russe, dans tous les sens de ce terme, dans tous les sens donc de fait d'appartenir à la Russie, l'Ukraine de l'Est, elle, est avant tout russophile. Et donc tous ces antagonismes, donc tous ces désaccords entre l'ouest de l'Ukraine et de l'autre côté le sud et l'est du pays, évidemment, c'est parler d'unité de pays, c'est tout simplement, je pense, impossible aujourd'hui. Surtout que si l'Occident n'avait pas utilisé ces tensions qui déjà existaient, peut-être que l'Ukraine, je pense, pouvait continuer à garder ne serait-ce qu'un semblant d'unité. Aujourd'hui, malheureusement, cette unité a été détruite. La Russie, la diplomatie russe avait prévenu qu'il fallait éviter d'attiser ces tensions. L'Occident n'a pas écouté. Aujourd'hui, pas acquis. Comme l'avait dit, et sur ce point, je suis d'accord avec Viktor Yanukovych, dans sa conférence d'hier dans la ville de Rostov sur le Don, il avait bien dit que l'Occident porte l'entière responsabilité des événements, des événements aujourd'hui en Ukraine. Peut-on valablement penser, que Moscou agite le chiffon de la séparation à l'est pour se venger un peu de son inaction à Kiev, de son incapacité d'empêcher ce qui s'est passé au Maïdan? Je ne crois pas, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Crimée et ce qui se passe à l'est, c'est des actions véritablement beaucoup plus spontanées que ce qui s'est passé en Ukraine de l'Ouest et à Kiev. Les gens se révoltent, et d'ailleurs les gens du Crimée, quand ils ont commencé, parce que ceux qui ont véritablement lancé cette réponse au marasme et à l'anarchie qui règne maintenant dans une partie de l'Ukraine, et qui avait dit clairement que même si la Russie, bien qu'ils espèrent un soutien de la Russie, que même si la Russie ne les aide pas, eux continueront à se battre jusqu'au bout parce qu'ils refusent que des forces néo-nazis viennent attisent la violence dans leur région, dans leur ville, dans leur région, etc. Et les empêchent donc de parler leur langue, de les empêchent donc d'être ce qu'ils sont, etc. Donc à la base c'était ça. Donc si on peut parler véritablement de revanche, c'est l'Occident qui cherchait une revanche. Parce que les événements au départ qui se sont déroulés en Ukraine et qui ont lancé donc cette anarchie qui règne maintenant à Kiev et à l'ouest de l'Ukraine, c'était une tentative de l'Occident justement de donner une gifle à la Russie pour tous les échecs pour tous les échecs que l'Occident a connus depuis les derniers mois, voire la dernière année. Et ces échecs sont nombreux. On connaît, pour les mentionner brièvement, on connaît le cas de Julian Assange, d'Edward Snowden, sur le plan international de la Syrie, où les États-Unis étaient déjà prêts à intervenir militairement avec leurs satellites en Syrie, et la diplomatie russe a été brillante sur ce coup-là et les en a empêchés.
L'Amérique latine, qui, bon, ça ne date pas d'hier, mais ça continue encore. Et d'ailleurs, les événements au Venezuela aujourd'hui, si on fait une petite parenthèse, vont dans ce sens-là aussi, dans le de déstabiliser le Venezuela et les pays d'Amérique latine qui se sont tous retournés contre le diktat américain, qui considérait il y a encore pas très longtemps l'Amérique latine comme leur arrière-cour. Et donc la tentative en Ukraine, c'était véritablement pour pouvoir se venger et montrer au monde que les USA sont encore là, que l'Occident, l'élite politique occidentale peut toujours décider pour le reste du monde comme c'était le cas il y a encore pas très longtemps. Et finalement, donc tous les événements en Ukraine, c'était ça. C'était une tentative de donner un gifle à la Russie, de donner une sorte de revanche à la Russie, mais au final, on ne sait pas qui recevra ces gifles. Je pense que la gifle s'est retournée contre eux, et je pense que ce n'est pas encore fini. D'accord. Lorsque nous nous rencontrions, lorsque nous parlions sur ces mêmes antennes la dernière fois, en décembre de l'année dernière, vous disiez que les manifestations du Maïdan allaient faire long feu. Alors, je vais vous poser une autre question brutale. Est-ce que la Russie peut se permettre le luxe de perdre la Crimée? Oui, bon, maintenant par rapport à la première partie de votre question, par rapport à notre discussion de décembre, il faut savoir que s'il n'y avait pas cette tentative d'interventionnisme massif de la part de l'Occident, les manifestations allaient se calmer de toute façon. Parce qu'au final, ce qui a joué, c'est qu'il y avait des extrémistes armés formés, massivement financés par les différentes forces occidentales, qui constituaient la partie véritablement la plus radicale du pays. Et Yanukovych, et sur ce point-là, je suis en total désaccord avec lui, en tant que président légitime et leader responsable de son pays, devait ne pas laisser ces jeunes gens du Berkout, armés que de petits bâtons, faire face à des extrémistes armés et très armés et très agressifs. Il devait donner le feu vert, parce qu'il fallait qu'il veut éviter un 20 c'est très bien. Mais imaginez que si demain des personnes qui s'opposent à François Hollande en France essaient d'attaquer le palais de l'Élysée, pour une raison X ou Y, je crois que le CRS ne va pas trop longtemps discuter avec eux. On a vu d'ailleurs les manifestations en France avec la manif pour tous, etc., lorsque des personnes, d'une manière pacifique, essaient de manifester, comment les CRS avaient réagi. Ou encore un meilleur exemple, lorsque le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis manifestait tout à fait pacifiquement à New York et dans différents endroits du territoire américain, comment les forces de l'ordre, les forces de sécurité américaines, à quelle agressivité ils ont utilisé. Le Berkout faisait tout pour éviter cela parce qu'il n'avait pas le feu vert du président. Et ça, c'était l'erreur de Yanukovych. Sinon, tout allait se calmer. Mais vu que d'un côté, il y avait cette hésitance jusqu'au bout de Viktor Yanukovych, ça, c'est sa part de responsabilité. Et d'autre part, lorsqu'on a vu que les Américains et leurs sous-traitants de l'UE faisaient tout pour ne pas reculer, donc, et en envoyant et en finançant massivement, en faisant pression sur leur soutien sur les territoires ukrainiens, évidemment, ça a attisé la haine et au final, ça a donné la situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Maintenant, pour la deuxième partie de votre partie, écoutez, la Crimée, je pense que c'est aux habitants de Crimée de décider de leur avenir. Voilà, de ne pas perdre. La Russie, je pense, ne perdra jamais la Crimée parce que le cœur des habitants de Crimée est avec la Russie. Donc, elle ne peut pas le perdre la Crimée de toutes les manières. Parce que tant que la très grande majorité de la population de Crimée sera de tout cœur avec la Russie, et c'est le cas, je pense qu'on ne peut pas parler d'un quelconque risque de perte de la Crimée pour la Russie. Parce que même si géographiquement et officiellement la Crimée fait partie de l'Ukraine, c'est une erreur historique comme on l'a déjà mentionné, la Crimée c'est russe et le restera. D'accord. Parlons maintenant des accords de partenariat, le partenariat oriental, hein, cet accord proposé par l'Union européenne aux 6 pays de l'ancien bloc socialiste, je veux dire dans l'ancien bloc soviétique. Alors on sait que le 21 novembre dernier, Viktor Yanukovych avait fait une volte-face, il avait refusé de signer cet accord. Il s'était plutôt tourné vers Moscou qui lui avait proposé une aide de 15 milliards de francs. Alors on sait que 3 milliards avaient déjà été versés. Est-ce que Moscou va continuer à tenir ses engagements vis-à-vis de Kiev? Oui, c'est une question très intéressante. Écoutez, effectivement, lorsque l'Ukraine, en effet, est dans une situation difficile, y compris sur la situation économique en ce qui concerne la situation économique et financière. Et effectivement, l'Ukraine, sous la présidence de Viktor Yanukovych, avait conclu un accord avec la Russie, afin que la Russie accorde à l'Ukraine un crédit totalisant 15 milliards de dollars US. D'ailleurs, pour un titre de comparaison, parallèlement, l'Union européenne proposait, elle, seulement 600 millions d'euros. Donc même si on fait
si on parle de cours d'échange, d'un côté on a 15 milliards de dollars, et de l'autre côté on a un peu plus que 800 millions de dollars. Juste pour faire la différence, ce qui fait donc 19 fois à peu près la différence, l'aide russe était supérieure, de 19 fois. La première tranche effectivement a déjà été versée, transférée, de 3 milliards, et que faire de 12 milliards? Ben moi justement, j'avais écrit mon dernier article concernant cette question, pour l'avoir de la Russie, c'est que certains en Russie aujourd'hui parlent carrément qu'il faut donc bloquer toute aide à l'Ukraine parce que tout simplement, voilà, face au face de ce qui s'est passé à Kiev, la Russie ne doit en aucun cas appliquer ses obligations. Et je suis d'accord parce que la Russie ne peut pas et ne doit pas, c'est tout simplement irréaliste et illogique qu'elle soutienne un pseudo-gouvernement, même si moi je pense pas qu'on peut expliquer le gouvernement, la Russie n'a pas reconnu les pseudo-nouvelles autorités de Kiev. Donc pour nous, il y a toujours un président légitime qui est Yanukovych. D'autre part, envoyer le reste, les 12 milliards, à un gouvernement qui est hostile, c'est tout simplement irréaliste. C'est tout simplement irréaliste. Par contre, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent ici et même en Russie qu'il faut tout arrêter. La Russie doit soutenir en Ukraine ceux qui sont pour la Russie, qui sont pour le partenariat avec la Russie, qui veulent qui veulent s'intégrer avec la Russie et non pas avec l'Union européenne, les USA et l'Occident en général. Il faut les soutenir. Et ça concerne aussi bien la Crimée, ça concerne l'Ukraine de l'Est. Et moi, mon opinion, c'est qu'il faut partager ces 12 milliards de dollars, voire plus, en deux tranches plus ou moins égales, à décider sur les autorités russes de prendre cette décision, entre la Crimée et entre la partie est du pays. Voilà, il faut partager pour soutenir ceux qui se tiennent. Mais par contre, en ce qui concerne l'Ukraine de l'Ouest, puisque les revendications principales des Ukrainiens de l'Ouest, c'était donc cette intégration avec l'UE et surtout que l'UE ouvre le marché du travail, qu'aujourd'hui, les fonctionnaires donc, ouvrent le marché du travail pour les Ukrainiens de l'Ouest, s'ils en sont prêts, et qu'ils essaient de trouver leurs 600 millions d'euros aussi pour soutenir un peu l'Ukraine de l'Ouest, la partie de loin la plus pauvre donc, du pays. Et voilà, c'est tout. Qu'ils le fassent, et puis moi je leur dis d'avoir une bonne continuation, entre guillemets. Alors Mikhail Gorov, quelques questions encore avant de sortir de cette interview. Alors selon vous, est-ce que Bruxelles, l'Union européenne a les moyens d'arrêter la situation qui a cours en ce moment à l'est de l'Ukraine? Est-ce qu'ils ont les moyens d'influencer le cours des événements à l'est de l'Ukraine aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, écoutez, ce qui se passe maintenant au sud et à l'est de l'Ukraine, ce sont des réactions spontanées, c'est des réactions logiques de la part d'une population qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans l'ouest et encore à Kiev. Voilà. Donc, comment arrêter? Comment ils peuvent arrêter cela? Ils peuvent pas venir et dire, écoutez, arrêtez et promettre moins énervé alors qu'ils peuvent pas le faire. Les gens voient très bien ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans leur pays. Donc, par contre, la seule chose que je peux dire par rapport à Bruxelles et par rapport à l'Europe en général, c'est qu'ils devraient faire leur propre politique. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Aujourd'hui, la déstabilisation de l'Ukraine. C'est l'occupement et les événements aujourd'hui, la tournure des événements en Ukraine aujourd'hui, va fortement influencer l'Europe. C'est un fait. Et pas dans le sens positif, au contraire, dans le sens certainement négatif. Donc, l'Europe, si elle arrêtait de jouer le sous-traitant pour les USA, je pense que l'Europe devrait penser, et dans ce cas-là, elle devrait réaliser une politique beaucoup plus responsable par rapport à l'Ukraine ou par rapport à qui que ce soit d'autre, par rapport à la Russie et par rapport au général au partenariat oriental, si l'on peut dire ainsi. Parce que dans ces situations, dans le chaos qui aujourd'hui prédomine en Ukraine à l'heure actuelle, il n'y a que les USA qui en sortent gagnants et encore, parce que eux, c'est leur spécialité ces derniers temps de créer le chaos partout où ils peuvent. Mais ce n'est aucunement dans l'intérêt de l'Europe. Donc les technocrates et les bureaucrates de Bruxelles devraient y réfléchir deux fois avant d'appliquer les ordres de Washington. S'ils le font, je pense que dans ces cas, peut-être qu'il y aura moins de problèmes. Dernière question. Alors, on sait l'un des signes les plus forts, la première réaction, le premier acte des nouveaux maîtres de Kiev a été de libérer l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko. Alors, je vais vous poser la question que j'ai posée à un autre panéliste. Est-ce que Yulia Tymoshenko a encore un rôle politique dans la Nouvelle-Ukraine et quel peut être celui de quelqu'un comme Vital Klitschko? Écoutez, Yulia Tymoshenko avait un soutien assez important dans la partie ouest du pays. Mais est-ce que, en ce qui concerne sa popularité au sud et à l'est, ce n'est pas le cas. Elle n'a jamais été populaire dans ces régions-là.
c'est vrai que c'est une dame qui sait appliquer, qui sait faire faire des actions relativement rusées dans des domaines différents, parce que le fait qu'elle a été en prison, ce n'était quand même pas un hasard. Elle a quand même fait appliquer des choses et s'est enrichie d'une manière tout à fait bizarre, et ça encore c'est peu dire. Et Yulia Tymoshenko, son rôle dans la nouvelle Ukraine, c'est difficile à dire pour l'instant. Il faut suivre les événements, on verra ce qu'il en sera. Elle, évidemment, elle prétend jouer un rôle, un des premiers rôles, mais est-ce que ce sera le cas? Est-ce que les Occidentaux vont vouloir l'utiliser? Oui, peut-être, on verra. Pour l'instant, c'est encore trop tôt de le dire, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain à Kiev et en Ukraine en général. Donc parler du rôle de Yulia Tymoshenko dans un avenir plus ou moins proche, je pense que c'est encore trop tôt pour parler de ce qu'elle représentera ou non en Ukraine ou dans une partie de l'Ukraine. Maintenant, pour revenir à Vitaly Klitschko, Vitaly Klitschko, c'est quelqu'un qui a déçu beaucoup de monde, y compris en Russie, parce que c'est un grand sportif. C'est quelqu'un qui a été toujours très apprécié, pas seulement en Ukraine mais en Russie. Et le fait qu'il s'est lancé dans la politique a surpris beaucoup de monde, parce que d'une part, je ne crois pas que c'est un domaine qu'il maîtrise, et d'autre part, aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'applique pas, je pense, des choses, et qu'il ne parle pas selon sa volonté, selon ses opinions, mais en fonction de ce que lui disent les départements d'État américains ou les fonctionnaires de l'Union européenne. Et ça, c'est très malheureux. Et d'ailleurs, je pense pas que les Américains, on les avait déjà entendus, notamment Nuland, sur ce point-là. Je pense pas qu'ils voient en Klitschko quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans l'avenir de l'Ukraine. Pour eux, c'était surtout un plan qu'ils avaient utilisé pour atteindre l'objectif immédiat. Mais globalement, pour parler à moyen et long terme, je crois pas qu'ils ont des plans très importants pour lui en ce qui concerne son avenir politique. Mikhail Gamandi-Argorov, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.